Donc, bonjour tout le monde, mon nom est Serge Bouchard. J'ai plusieurs cordes à mon arc, mais aujourd'hui, je vais me concentrer vraiment sur le développement du leadership. Donc, je suis un coach en gestion, principalement au niveau de la moyenne et grande entreprise. Je fais aussi des PME, vraiment en coaching exécutif. J'ai toujours, je dirais, à chaque semaine, environ 6-7 personnes que je coach un petit peu au Québec en régulier. Donc, ça va aller. Je vais commencer immédiatement. Je vais partager mon écran pour rentrer directement dans les priorités du leader. Vous allez peut-être être très étonné de l'ampleur que vous allez voir aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous partage mon écran. Donc, est-ce que tout le monde voit bien? Absolument, je vois bien. D'accord, donc je vais juste monter un petit peu le son pour avoir le rétro. Donc aujourd'hui, on va regarder vraiment les 5 priorités des leaders d'une organisation, comment s'assurer le succès de l'organisation et la cohésion de votre équipe. Donc, mot de bienvenue, notre ami le fait très, très bien. Donc, qui suis-je? On ne perdra pas trop de temps là-dessus. Vous pouvez voir mon détail sur le site de business.ca. On commence immédiatement. Donc, aujourd'hui, on va regarder les 5 priorités du leader. Donc, ce que vous voyez à l'écran, ils sont dans l'ordre idéal. Ça veut dire qu'il faut bien déterminer le but de notre organisation ou le but d'un individu aussi. La deuxième priorité, ce sont les personnes. On va regarder dans le détail tantôt pourquoi elles sont vraiment importantes. Le troisième, c'est le rythme de l'organisation. Il y en a qui veulent aller trop vite, d'autres trop lentement. On va apprendre qu'il faut les 2 rythmes d'une organisation, mais il y a des saisons pour avoir le bon rythme. On va parler de l'innovation. Dans certaines organisations, on a besoin de plus d'innovation, dans d'autres organisations, un peu moins. Et le dernier, qui est souvent que les gens, les leaders ne comprennent pas, le profit est en dernier, c'est la dernière priorité. Donc, on va voir pourquoi c'est important cet ordre-là. Ici, ça, c'est des personnes qui ont osé remplir le questionnaire. Donc, le questionnaire, c'est le questionnaire d'équipe. C'est confidentiel, donc chacun des participants qui sont listés ici ont déjà reçu leur rapport personnalisé. Pour les autres qui ne l'ont pas rempli, qui n'ont pas osé le remplir, après le webinaire, vous pourrez le remplir jusqu'à demain soir, et donc vous aurez aussi vos résultats personnalisés. Donc, ça, c'est l'exemple des 7 participants. On suppose que ces 7 participants-là sont dans la même organisation, donc on va voir leur profil. Donc, ici, pour les 7, là, j'ai pris l'exemple des 7 personnes. Pour les 7 personnes, donc la colonne de gauche, vous voyez à gauche, pour eux, ces personnes-là, c'est les personnes qui sont les plus importantes. Le but est en deuxième, le profit est en troisième, l'innovation est en quatrième et le rythme est en dernier. Donc, pour ces 7 participants-là, en moyenne, vous n'avez pas nécessairement les bonnes priorités dans le bon ordre. Ici, pour ceux qui ont le rapport, vous avez dans le fond, dans les 5 priorités, quand vous avez répondu au questionnaire, il y a 50 questions, 5 thématiques, donc il y a 10 questions par thématique, et dépendant de ce que vous avez répondu, 1, 2, 3, 4 ou 5, dans les thématiques, vous pouvez vous apercevoir dans les thématiques que vous êtes plus faible. Exemple, dans les 7 personnes, la thématique la plus faible, ce sont le rythme. Et avec le rythme, vous avez... donc, le rythme est le plus faible, 3,2. Donc, ici, aussitôt que vous avez des points ou des questions en bas de 5, automatiquement, dans le rapport, il y a des conseils personnalisés qui vous sont suggérés pour corriger la situation. Ici, par thématique, exemple ici, vous avez la thématique concernant le but. Donc, dans les 10 questions, vous avez des questions que c'est « ouais, vous avez bien fait les choses ». Donc, vous avez environ 7 questions qui étaient positives. Vous avez environ 2 questions qui étaient plus ou moins au centre. Et vous avez 1 ou 2 questions qui étaient négatives. Ça, c'est la moyenne des 7 personnes. Donc, votre résultat individuel, c'est 8. Mais dans les 10 questions, il y en a 5 qui sont plus focusées sur votre propre organisation.
Donc, vous voyez au niveau personnel, dans ces personnes-là, vous avez 3,8 et votre organisation est jugée 3,8. Il arrive de temps en temps que moi, je ne suis pas bien dans les priorités que je gère, mais vous considérez que votre organisation gère bien les priorités. Donc, vous voyez ici, au niveau des personnes, les 7 personnes qui ont répondu aux questions, de façon personnelle, vous êtes très bien concernés par les personnes, donc ils sont importantes pour vous, les personnes. Vous savez les mobiliser et vous savez les responsabiliser. Au niveau de l'organisation, ces personnes-là détectent que dans leur organisation, c'est bon, mais il y a une des questions, vous voyez rouge, c'est un petit peu négatif. Pour chacun des énoncés, vous avez ici un texte qui explique votre situation. Donc, ce texte-là est toujours personnalisé en fonction de vos réponses. Au niveau du rythme, on voit, hop, ça un peu plus un problème. Donc, souvent, si on travaille trop, on est débordé, l'équilibre travail-famille n'est pas présent. Donc, il y a des difficultés ici qui apparaissent pour la personne. Et vous sentez aussi que dans l'organisation, il y a aussi certains problèmes pour les 7 personnes qui ont répondu. Donc, pour l'innovation, c'est relativement dans la moyenne. Ça, la moyenne ici, environ autour de 3, c'est la moyenne des organisations. Les organisations plus performantes vont se situer 4 et plus. Au niveau du profit, c'est encore la même chose. Vous avez des choses un peu plus négatives dans le profit. Donc là, je n'y vais pas nécessairement dans le détail, c'est juste pour vous montrer, dans le fond, que le diagnostic sur 50 thématiques, vous identifiez les points les plus faibles. Donc, la première chose qu'on va regarder, le premier objectif qu'il faut s'occuper, c'est la vision. La vision de voir, d'articuler et de viser un avenir convaincant. Donc, la devise, l'intégrité et l'inspiration. Ici, je vais vous faire écouter un petit vidéo, une capsule vidéo. Prenez le temps de bien l'écouter. Vous aurez déjà des conseils sur la vision. Alors, qui suis-je? Pourquoi je travaille ici? Et que essayons-nous d'accomplir? Ces questions ont fait écho au fil des siècles alors que les grands leaders de toutes les cultures se sont débattus avec une question essentielle. Quel est mon but? Le but est défini comme étant la raison pour laquelle quelque chose est fait ou créé ou pour laquelle quelque chose existe. Trop souvent, nous entrons et sortons du travail en laissant nos passions et nos priorités à la porte. Pourtant, nous voulons tous apprécier notre travail, être mis au défi et finalement faire une différence. Cela vaut la peine de se demander, est-ce que je connais mon but personnel? Ai-je une vision claire du comment atteindre ce but? Mon but correspond-il à la vision et aux valeurs globales de mon organisation? Alors, réfléchissez à ces questions. Premièrement, que devrais-je faire? Deuxièmement, quel est le meilleur endroit pour le faire? Et enfin, avec qui dois-je le faire? Trop de gens s'installent simplement en se disant « Eh bien, je travaille ici, que faut-il que je fasse? » Voyez-vous le problème avec cette approche? Bien que prendre n'importe quel emploi puisse payer les factures, cela ne cultivera pas votre passion pour rendre demain meilleur qu'aujourd'hui. Si votre but ne correspond pas à celui de votre entreprise, vous serez ultimement tous les deux perdants. Pensez à la dernière personne que vous avez embauchée. Quelle approche avez-vous adoptée pour découvrir la vision et les valeurs de cette personne? À quoi ressemblait le processus? De quelle manière cette personne partageait-elle la vision et les valeurs de votre organisation? L'alignement entre cette personne et l'organisation est critique. Pour réussir, vous devez d'abord clarifier votre propre but individuel. Mais pour prospérer pleinement, vous devez comprendre le but de votre organisation en travaillant finalement à créer une synergie entre vous et votre organisation. Lorsque ces deux éléments s'alignent, un environnement d'engagement naturel, d'appropriation des défis qui nous sont confiés apparaissent, amenant ainsi à des opportunités de croissance professionnelle. Le tout favorisant une saine ambiance et améliorant la performance de l'organisation. En 1896, quelque chose de vraiment stupéfiant s'est produit à Athènes, en Grèce, qui a eu un impact sur la vie de millions de personnes dans le monde jusqu'à ce jour. La renaissance des Jeux olympiques. Aujourd'hui, des milliers d'athlètes de plus de 200 pays participent à ces Jeux prestigieux.
La plupart le font en raison de leur amour pour le sport, de l'honneur de représenter leur pays, combiné à la possibilité de rivaliser avec les meilleurs au monde sur la scène mondiale. Les Jeux olympiques brossent un tableau convaincant de ce qu'est un but. Qui suis-je? Je suis olympien. Pourquoi je travaille ici? J'aime mon sport et je veux honorer mon pays. Que essayons-nous d'accomplir? De gagner l'or. Un autre exemple de la puissance du but a culminé le 20 juillet 1969 avec l'atterrissage lunaire historique d'Apollo 11. Mais qu'est-ce qui a déclenché la vision, l'énergie, les sacrifices, la coordination et l'engagement nécessaires pour envoyer des humains sur la Lune? L'impulsion est venue 7 ans plus tôt, avec ces mots. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. Ce slogan bien connu, prononcé par le président John F. Kennedy le 12 septembre 1962, au Rice Stadium de Houston, au Texas, a inspiré une nation à poursuivre le programme spatial Apollo. Kennedy a caractérisé l'espace comme une nouvelle frontière, invoquant l'esprit pionnier américain. Il a imprégné le discours d'un sentiment d'urgence, soulignant la liberté dont jouissent les Américains de choisir leur destin plutôt que de se le faire imposer par d'autres. Le discours a uni la nation avec un but fort, culminant en juillet 1969, plus de 5 ans, après la mort de JFK, avec la mission réussie d'Apollo 11 sur la Lune. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Ces histoires suscitent en nous quelque chose qui déclenche un voyage vers un but et nos efforts accrus pour y arriver. Votre sens du but à atteindre, ainsi que la vision et les valeurs des personnes que vous embauchez, sont la clé du succès de votre organisation. Comment pouvez-vous libérer votre passion dans l'atteinte de votre but, puis inspirer et libérer cette même passion chez ceux que vous dirigez? Il s'agit de la première des 7 sessions consacrées au but. Nous examinerons à la fois le but individuel et le but organisationnel. En cours de route, nous couvrirons les éléments qui contribuent à la définition d'un but, notamment la vision, les valeurs et les relations. Alors nous extrairons ces perles inestimables qui conduisent à un meilleur alignement et à une plus grande performance. Prenez une minute pour télécharger le guide du participant pour cette série sur le but, si vous ne l'avez pas déjà fait. À la fin de cette série sur le but, vous repartirez avec un plan d'action, non seulement pour vous-même, mais pour ceux que vous dirigez actuellement. Votre plan d'action fournira une meilleure compréhension de votre but individuel et comment le vivre, de discerner le but primordial de votre organisation, d'engager et d'aligner les deux avec succès. Alors, commençons. Donc, dans cette courte vidéo, naturellement, il y a 7 vidéos dans cette session-là, ça nous permet, avec les participants d'une organisation, de voir est-ce que l'ensemble des cadres et des employés ont des valeurs élevées ou des valeurs faibles, une vision forte ou une vision faible. Naturellement, ce qu'on veut, c'est des organisations qui ont des valeurs élevées et une vision forte qui nous amène dans le cadran supérieur à droite. Nous sommes déterminés à réussir. Pour ceux qui ont rempli le questionnaire, les 7 personnes, vous voyez à l'écran que c'est l'équivalent d'un diagnostic 360. Vous voyez que c'est pour les valeurs et la vision, que ce groupe de 7 personnes-là est quand même wow. Vous êtes déterminés à réussir, donc félicitations à l'ensemble des 7 personnes. Naturellement, si les personnes auraient répondu plus négativement au questionnaire, vous seriez peut-être rendu, nous sommes en déclin. Naturellement, vous êtes des personnes, les 7 personnes qui ont voulu répondre veulent se développer. C'est ceux qui sont déterminés à réussir. Donc, c'est un des résultats du rapport qui permet de voir l'opinion de son encadrement de façon très facile et pour chaque individu de voir son point faible. Exemple, une personne ici, c'est un petit peu plus faible au niveau des valeurs et de la vision. Donc, le prochain qui va sûrement vous intéresser encore plus, ce sont les personnes. Donc, le niveau d'équilibre et de positivité que nous avons avec nos collègues et nos relations. La devise est l'encouragement et la responsabilité. Je vous invite vraiment à écouter attentivement cette session. J'étais directement à la session 3. Vous allez en ressortir dès aujourd'hui avec une vision
très importante. La dernière session a mis en évidence les 5 principales caractéristiques que vous devez rechercher dans les relations saines, soit la personnalité, la compétence, la capacité, la chimie et le parcours. Bien sûr, nous ne voulons pas uniquement ces caractéristiques chez les autres, nous cherchons d'abord et avant tout à les développer dans nos propres vies pour attirer des personnes avec la personnalité qui convient aux besoins de l'organisation. Elles doivent vous voir comme une personne avec une personnalité qui transmet suffisamment de confiance à des dirigeants hautement compétents. Elles doivent d'abord croire en votre compétence et ainsi de suite. Avec tout cela à l'esprit, nous en arrivons maintenant à la question cruciale. À quoi cela ressemble-t-il de maximiser la santé relationnelle et la productivité de toutes vos relations, en influençant de manière à ce que les personnes soient encouragées et habilitées à donner le meilleur d'eux-mêmes? 2 choses sont nécessaires pour faire ressortir le meilleur des autres, beaucoup d'encouragement et des défis intéressants à relever. Visualisez ces 2 composants essentiels sur une grille. Dans votre cahier du participant, vous trouverez une grille composée d'une ligne verticale et d'une autre horizontale. En haut de la ligne verticale, écrivez l'expression « beaucoup d'encouragement » et en bas « peu d'encouragement ». L'encouragement porte sur des relations et des contacts sincères. Cela signifie que les personnes avec qui vous êtes engagé savent que vous vous souciez d'eux et de leur travail d'une manière très authentique et personnelle. Les grands leaders favorisent un sentiment d'appartenance et de collaboration en équipe. Ils savent qu'ils doivent régulièrement donner beaucoup d'encouragement et de support à ceux qu'ils dirigent. Les meilleurs leaders gardent leur capital relationnel élevé, établissant la confiance, en offrant constamment du soutien et des encouragements. Sur le côté droit de la ligne horizontale, écrivez l'expression « défi intéressant » et à gauche « peu de défis intéressants ». Non seulement nous offrons des encouragements, mais nous mettons également les personnes au défi d'atteindre de plus grands niveaux de performance et de responsabilité. Nous devons constamment mettre les autres au défi de grandir, d'obtenir des résultats et d'intensifier leurs implications. Il est également essentiel d'apporter la responsabilisation nécessaire lorsque nous examinons leur travail et que nous donnons une rétroaction constructive. Les grands leaders savent comment diriger à l'aide d'encouragements fréquents et d'offrir des défis intéressants qui mènent à de plus grands niveaux d'excellence et de responsabilisation. Vous inspirerez le meilleur des autres avec des encouragements sincères et des défis intéressants à relever en fonction de leur talent. Il en va de même pour indiquer les défis intéressants sur l'axe horizontal à droite et peu de défis intéressants à gauche de l'axe. La grille se divise en 4 styles différents de leadership, le cadran supérieur à droite étant le plus efficace, celui que nous voulons tous atteindre. Voyons ce que nous pouvons apprendre en nous déplaçant dans le sens anti-horaire autour des cadrans, en regardant chaque style de leadership à tour de rôle. Commençons par la culture confortable du cadran supérieur gauche, soit beaucoup d'encouragement et peu de défis intéressants. C'est une culture de plaisir, d'encouragement, de positivité, de prendre soin de l'autre ainsi que d'être authentique. Cependant, de ne pas offrir des défis intéressants signifie que cette culture relationnelle amène à une quantité d'inefficacité et de potentiel évoluant sur la table. Les membres de l'équipe aiment célébrer ensemble et s'encourager les uns les autres, mais la productivité est faible. Les cultures confortables respirent la convivialité, mais leur productivité est faible par rapport à leur véritable potentiel en tant qu'équipe. Dans le cadran supérieur gauche, écrivez l'expression « culture confortable ». Ensuite, passons en revue le cadran inférieur gauche. La culture ennuyante, avec peu d'encouragement et peu de défis intéressants. Il s'agit d'une culture avec très peu de relations attentionnées offertes par les dirigeants. L'équipe ne connecte pas ou ne s'entend pas très bien. Les personnes ont tendance à travailler peu et quand cela leur tente, avec peu de choses accomplies dans cette culture réactive et déconnectée. Les personnes ne travaillent que sur les projets qu'elles apprécient personnellement. Nous étiquetons donc ce cadran comme la culture ennuyante. L'inefficacité est élevée tandis que la loyauté et la confiance sont faibles. Et il n'est pas surprenant que les résultats soient médiocres. Les personnes finissent par se concentrer davantage sur leurs propres besoins et leurs désirs que sur ce qui est le mieux pour l'équipe ou l'organisation. Dans le cadran inférieur gauche, écrivez l'expression « culture ennuyante ». Dans le cadran inférieur droit, nous avons peu d'encouragement et des défis intéressants, soit la culture stressante.
Cette culture produit une activité et une productivité incroyables. Les membres de l'équipe se concentrent, font un travail acharné, livrent des réalisations concrètes et permettent une croissance rapide. Les résultats sont brièvement célébrés, voire pas du tout, et l'équipe doit se précipiter déjà sur le prochain défi à relever. Il y a un haut niveau de responsabilité et d'éloge pour ceux qui travaillent dur pour atteindre des objectifs élevés, et souvent seules les personnes les plus compétentes et qui réussissent sont promues. Cependant, il y a peu de temps ou d'énergie pour l'engagement relationnel, communautaire ou personnel. Tout cela a tendance à se perdre dans une ambiance survoltée. Cette hyper-concentration est à propos du prochain cadran. C'est ce que nous appelons le cadran stressant. Souvent, les meilleures personnes partent, alors qu'elles ne peuvent plus se plier aux exigences élevées des dirigeants qui poussent constamment pour obtenir plus. Assez bien n'est tout simplement jamais assez bon. Au fil du temps, les personnes s'usent et finissent par quitter, commençant à chercher des emplois moins stressants ou à se désengager. Dans le cadran inférieur droit, écrivez l'expression « culture stressante ». Enfin, le cadran supérieur droit, c'est beaucoup d'encouragement et des défis intéressants. Ici, nous trouvons les équipes les plus saines et qui obtiennent des réussites incroyables. Elles sont très productives et obtiennent constamment d'excellents résultats. Elles vivent le pouvoir de recevoir des encouragements fréquents et des défis intéressants selon leur talent. C'est la responsabilisation engageante à son meilleur. Les personnes dans cette culture exigent beaucoup les uns des autres et savent comment se motiver. Elles portent attention aux résultats. Elles ont un haut niveau de confiance en eux et aux autres, et cela dans le plaisir. Les personnes sont capables de parler franchement et d'avoir des conversations difficiles avec authenticité et vulnérabilité. Les membres de l'équipe apprennent de leurs erreurs et travaillent dur pour éviter de les répéter. Pourtant, elles savent aussi comment avoir du plaisir et s'amuser ensemble. Elles savent trouver le moment de faire une pause, quand célébrer et quand accélérer l'allure jusqu'à la ligne d'arrivée sur le long terme. Ces équipes ont le plus haut niveau d'efficacité et de rentabilité ainsi que le plus bas niveau de conflit et de décrochage. En termes simples, ces équipes ont été habilitées par des leaders qui ont appris à calibrer à la fois les encouragements et d'offrir des défis intéressants à relever. C'est le cadran d'appropriation et d'engagement dans le cadran supérieur droit. Inscrivez l'expression « culture d'appropriation et d'engagement ». Tenez compte de ces concepts lorsque vous travaillez avec vos équipes. Répondez aux questions. Quel cadran résonne le mieux avec vous personnellement? Quelle culture décrit le mieux votre organisation? Donc, vous voyez dans cette Serge? vidéo... Oui, Serge, j'ai une question par rapport au questionnaire. oui. Donc, tu dis qu'il y a 7 personnes qui ont rempli le questionnaire, donc il y en a probablement plus que la moitié ici qui ne savent pas de quoi tu parles, qui n'ont pas rempli le questionnaire. Puis, donc, peux-tu nous expliquer un petit peu, dans le fond, il y a combien de questions, ça prend combien de temps? Donc, le questionnaire, il a 50 questions. OK. Dans les 50 questions, c'est 50 thématiques, dans le fond, qu'un gestionnaire doit... 50 thématiques qu'un gestionnaire doit s'occuper dans le quotidien. OK. Donc, au niveau de ces 50 thématiques-là, donc 10 thématiques par priorité, on dose, en fond, on répond entre chez nous, c'est vraiment pas comme ça, ou chez nous, c'est vraiment de même. Donc, OK. 1 et 5. Et quelque part, le questionnaire vient proposer, dans le fond, aux gens quels sont leurs profils. Donc, individuel ou d'équipe. Là, j'ai mis à l'écran seulement en équipe parce que chacune des personnes, comme ce n'est pas la même organisation, aucune des personnes est intéressée à ce que ces réponses soient publiques aujourd'hui. Mais chacune des personnes a vraiment son propre résultat. Puis pour ceux qui n'ont pas répondu au questionnaire, jusqu'à demain soir, vous avez le lien, vous pouvez répondre. Ça me fera plaisir de vous fournir les réponses. OK. Ça prend 30-40 minutes à compléter? Environ. OK. Donc, c'est des choix multiples. Ça va super bien. D'accord. Exemple, les 7 personnes qui ont répondu, vous voyez au niveau de l'importance des personnes, pour les 7 personnes qui ont répondu, c'est excellent. Vous voyez, nous sommes responsables et encouragés. Donc, dans ces 7 personnes-là, ou dans les 7 organisations où sont présentes les 7 personnes qui ont répondu au questionnaire, wow, ils disent,
OK, nous, on est bien. Il n'y a pas grands efforts à faire pour s'améliorer. Il y en a toujours un peu parce qu'on n'est pas dans le coin supérieur ici, mais on peut considérer que c'est excellent. Ça répond plus à ta question? Oui, ça repositionne mieux le questionnaire. C'est ça. Donc, naturellement, on avait invité les gens à répondre. Ce n'est pas étonnant qu'il y en a qui ne veulent pas répondre parce qu'ils ne savent pas si c'est confidentiel, etc. Donc, ce n'est pas anormal. Donc, j'invite tout simplement les autres participants à répondre. On va faire plaisir de leur fournir leur rapport confidentiel et personnalisé après la rencontre. Donc, au niveau des personnes, ça va bien. Je veux juste revenir dans... on dit souvent l'empowerment aussi. C'est une autre façon de dire qu'on mobilise les personnes et on leur donne des défis intéressants. Donc, l'empowerment, c'est rendre les cadres et les employés autonomes. Donc, autonome, ça veut dire j'ai une personne qui n'a pas nécessairement les pouvoirs, l'autorité, mais son gestionnaire lui donne des outils, lui donne tout ce qu'il lui faut pour réussir. Donc, c'est un peu le mode coaching. Je ne dirige pas mes gens, j'accompagne mes gens dans leur réussite. Il y a une expression qui dit, c'est trouver la meilleure personne que soi pour faire le travail, puis la faire progresser. Donc, c'est l'effet de levier que si j'encourage mes gens, ces gens-là, ils vont travailler pour le leader et ça va leur faire plaisir d'aider le leader à réussir. Donc, c'est souvent la différence entre un dirigeant qui ordonne et un leader qui accompagne. Donc, là, on n'a pas nécessairement assez de temps pour faire la réflexion en groupe. Habituellement, je prends une dizaine de minutes, mais là, comme on est un petit peu serré dans le temps, je ne ferai pas la réflexion en groupe. On pourra ultérieurement, pour s'intéresser, aller un petit peu plus loin. Au niveau du rythme, le rythme est important aussi dans les entreprises. C'est la troisième priorité. Donc, discerner la rapidité ou la lenteur avec laquelle l'organisation et son personnel doivent agir pour maintenir leur réussite à long terme. Maximiser les opportunités et accroître le capital. Le capital, c'est l'argent. La devise est le temps et l'énergie. Donc, on va écouter aussi les deux aspects qui sont importants du rythme, le volet lent et le volet rapide. Les organisations doivent être capables de gérer les deux rythmes. Donc, on va écouter cette courte présentation. Le 6 mai 1954, l'impossible est survenu à Oxford, en Angleterre. C'est lors de cette compétition que Roger Bannister, un étudiant de 25 ans, a tenté de faire ce qui n'a jamais été fait et que peu de gens croyaient possible. Courir 1 000 en dessous de 4 minutes avec un temps officiel de 3 minutes et 59,4. Il a brisé un mythe datant de plus d'un millénaire et a ainsi inauguré une nouvelle ère à suivre pour d'innombrables coureurs. Comment a-t-il fait? Qu'est-ce que les organisations peuvent apprendre de lui afin de franchir de vieilles barrières et atteindre de nouveaux sommets dans un monde de courses aussi compétitif? Il existe deux types d'athlètes, des sprinteurs sur courte distance et des marathoniens sur longue distance. Chacun d'eux a des compétences et des habiletés différentes qui peuvent les aider à réussir dans leur spécialité. Les sprinteurs et les marathoniens ont des manières de réfléchir différentes. Les sprinteurs travaillent pour être rapides dès leur départ, alors que les marathoniens réfléchissent au rythme et au synchronisme afin de créer une stratégie gagnante. Les spectateurs préfèrent plutôt regarder les courses plus courtes. Les sprints de 100 mètres amènent beaucoup d'excitation. Une anticipation du résultat se construit lorsque le coup de feu retentit et que le vainqueur franchit la ligne d'arrivée à quelques fractions de secondes de ses compétiteurs. Cependant, lorsque vous regardez un marathon, vous pouvez vous ennuyer et être frustré puisqu'elle prend plus de temps. Vous devrez peut-être même changer votre position sur le parcours afin de voir les coureurs à plusieurs endroits en cours de route. Il y a un parallèle clair entre les deux types de coureurs et le monde des affaires. Tout comme nous apprécions assister à des courses de sprint passionnantes, nous aimons voir des organisations en démarrage, exploser dès le départ, croître à des taux incroyables et remporter une victoire très médiatisée. Pour ce qui est des courses plus longues, les organisations qui courent à un rythme soutenu réussissent ultimement mieux. Elles n'ont peut-être pas autant de rayonnement et d'excitation au début, et les résultats peuvent prendre plus de temps à se matérialiser. Cependant, ces organisations gagnent systématiquement plus de terrain sur le long terme.
Dans cette série de vidéos sur le rythme, vous réfléchirez à ce qu'il faudra faire pour que votre organisation réussisse vraiment dans une course de longue distance. Cela est un meilleur leadership. Vous aurez l'opportunité de réfléchir à des réalités passées, présentes et futures à propos du rythme de votre organisation. Avez-vous couru trop vite ou trop lentement? Est-ce qu'il y a des choses au sein de votre organisation qui doivent être accélérées ou au contraire ralenties? Alors que nous cherchons à établir un rythme gagnant, vous devrez envisager des moyens d'appliquer à votre organisation ce que vous venez d'apprendre. Premièrement, vous devez considérer les 4 rythmes centraux que l'on retrouve au sein de chaque organisation. Vous découvrirez comment reconnaître ces rythmes, comment utiliser celui qu'il faut au bon moment et quand accélérer ou ralentir. Deuxièmement, vous réfléchirez sur le rythme passé, présent et futur de votre organisation. Quelles sont les forces, faiblesses et défis de celle-ci basés sur votre secteur d'activité? Comment devriez-vous modifier votre rythme actuel et celui pour l'avenir? Troisièmement, vous apprendrez de nouvelles compétences et de nouvelles idées afin que votre organisation devienne plus durable et évolutive. Finalement, vous aurez l'occasion de créer un plan d'action réalisable pour vous aider à vivre et mener avec cette mentalité essentielle de marathonien. Nous sommes ravis que vous soyez de ce voyage. Dans cette série, vous passerez à travers 7 vidéos pour vous aider à comprendre et à gérer votre organisation. En conclusion de cette série sur la course, vous repartirez avec un plan d'action à long terme pour votre organisation. Comme première étape, assurez-vous de télécharger le cahier du participant. Si vous ne l'avez pas déjà fait, répondez le plus tôt possible aux questions qui se trouvent sur la page d'introduction. Après avoir répondu aux questions, regardez la deuxième vidéo intitulée « Le rythme essentiel des meilleures organisations ». Pour l'instant, enfilez vos chaussures de course et préparez-vous à suivre votre rythme de croissance. Donc, ce qu'on a vu dans le fond de façon très sommaire, dans le fond, il y a 4 rythmes. Donc, il faut s'assurer de ni aller trop vite, ni aller trop lentement. Donc, dans les 4 rythmes, il y a un rythme où on doit penser. Donc, c'est le rythme souvent qu'on parle de la planification stratégique. On retire nos personnes clés et on prend le temps de réfléchir. Et quelque part, dans le temps, il faut aller plus vite. Il faut livrer la marchandise. Donc, livrer des services, livrer des produits. Et donc, on doit être très réactif par rapport aux clients. Dans une organisation, il y a des gens qui sont plus forts au niveau de la livraison, d'autres sont plus forts au niveau du développement. Il s'agit d'être capable pour le leader de bien gérer les différents profils d'individus et de départements qu'on a dans notre organisation. Donc, vous voyez ici que par rapport aux 7 personnes qui ont répondu, c'est un petit peu plus difficile. Donc, on est moins efficace comme leader à gérer le rythme de vos entreprises. Donc, on voit qu'il y a une des personnes que son rythme est difficile. Ça veut dire qu'il n'est pas durable. Donc, la personne risque de venir épuisée. Puis, elle ne voit pas qu'à long terme, ça va se corriger. Donc, pour cette personne-là, dans son rapport qu'elle va recevoir, elle aura beaucoup plus de travail à faire pour être capable de corriger son comportement puis trouver les bons trucs pour être capable de redevenir, dans le fond, dans les cases supérieures en haut à droite. Donc, ça, c'est les 7 personnes. Au niveau de l'innovation, donc l'innovation, c'est choisir un état d'esprit de croissance et rester ouvert aux solutions créatives et aux nouvelles idées. La devise est la perspicacité et l'innovation. Une phrase que j'aime bien utiliser, il y a les gens qui disent « Pourquoi changer? Ça fait 20 ans qu'on fait ça de même. Pourquoi changer? » Et d'autres, ils disent « Hey, pourquoi pas essayer? » Donc, l'ensemble des leaders, quand vous êtes leader d'une organisation, vous êtes toujours soumis au changement. Le changement, c'est la seule chose qui ne changera pas. Donc, vous devez être capable de grandir avec l'entreprise, d'aider vos équipes à grandir aussi d'une grande façon. Là, j'ai une autre vidéo, mais je vais la passer parce que le temps passe vite. Probablement qu'il y a des choses qui intéressent moins les gens, mais ceux qui voudront l'avoir ultérieurement, ça me fera plaisir de le partager. Donc, au niveau de l'innovation, c'est important d'avoir des idées fortes et d'être capable d'exécuter. Il
Combien d'organisations où on a plein de gens qui ont des idées? Ah, mais ils n'ont pas le temps de les mettre en place. Ce qu'on recherche, c'est des gens qui sont capables d'avoir des idées et de les mettre en place. Une idée, je dis souvent, il y a plusieurs personnes qui ont voulu aller sur la Lune, mais peu ont réussi. Donc, au-delà de l'idée, il faut être capable de la mettre en place. Donc, c'est plus dans le bloc innovation que je vais passer plus rapidement. Donc, au niveau du groupe, donc des 7 personnes qui ont répondu, on voit qu'on a beaucoup d'idées, mais ces personnes-là semblent avoir de la misère à les mettre en place. Donc, ce qui arrive régulièrement dans les entreprises, plein de gens qui ont des idées, mais on a de la misère à les exécuter. Une idée, c'est facile à avoir, mais exécuter une idée, c'est des fois 100 heures, 200 heures de travail, c'est une équipe performante. Et les générateurs d'idées, souvent, agacent ceux qui sont obligés de les exécuter. On va passer au profit. Le profit, c'est la gestion efficace, les investissements et l'assignation des ressources d'une organisation. La devise est le dollar et les cents. Donc, ici, on a une courte vidéo sur le profit aussi. Je vais vous la faire écouter, elle n'est pas tellement longue, mais il y a un aspect qui est très important au niveau de la responsabilisation. Bienvenue dans la série Les priorités du leader. Dans ce module, nous parlerons du seul sujet qui est dans l'esprit de chaque chef d'entreprise dans le monde, soit de gagner plus d'argent ou, pour être plus précis, obtenir plus de profit. En cours de route, nous suivrons l'histoire incroyable d'un garçon d'Omaha qui a commencé sa carrière en vendant de la gomme à mâcher de porte en porte et qui s'est fait rejeter de Harvard. Qu'y a-t-il de si étonnant dans cette histoire? Eh bien, en 2008, il est devenu l'homme le plus riche au monde. Sa vie et son héritage sont des symboles modernes dont nous pouvons tous apprendre, tandis que l'accumulation de richesses ou la génération de profits ne devraient pas être les seules forces motrices ou but ultime de toute organisation. La réalité est que les finances sont le carburant qui propulse les organisations vers l'avant. Sans des marges bénéficiaires saines, les entreprises font tout simplement faillite. Certaines organisations font l'erreur de privilégier le profit avant de se concentrer à atteindre leur but ou de prendre bien soin de leurs employés, ce qui n'augure rien de bon à long terme. En fait, les employés équipés et habilités, qui s'approprient personnellement le but d'une entreprise, sont la marchandise la plus précieuse dont dispose l'organisation. Lorsque vous comprendrez cette réalité, que de plutôt de penser uniquement à faire des profits, vous vous rendrez compte que votre organisation doit avant tout bien gérer autant ses employés que ses finances, de manière proactive afin de faire vivre sa vision et ses valeurs. Il suffit de regarder l'histoire pour voir de quelle manière des pratiques financières judicieuses conduisent à un impact positif. Des organisations de premier ordre comme General Electric, Berkshire Hathaway et Coca-Cola ont connu un succès durable en restant concentrés sur leur but, en prenant bien soin des personnes et en gérant judicieusement leurs propriétés intellectuelles, leurs actifs et leurs finances. Ces entreprises ont démontré que la prospérité à long terme est réalisable grâce à l'innovation continue, à des structures financières fonctionnelles et à des investissements stratégiques. Nous avons tous été témoins de situations où l'inattention aux tendances du marché et les mauvaises pratiques comptables minent la viabilité à long terme d'une organisation. Prenons l'exemple de Goldman Sachs, Enron, Kodak et Motorola. Ces entreprises ont mal géré leur argent, ce qui a entraîné des conséquences dévastatrices. Les dirigeants ont la responsabilité de s'assurer que les ressources sont allouées judicieusement et d'aligner les priorités financières de leur organisation sur sa vision et son but. Dans ce module, nous vous aiderons à comprendre l'état d'esprit, les pratiques et les normes de l'industrie dont vous avez besoin pour devenir l'organisation la plus profitable, la plus durable et la plus prospère qui soit. Nous explorerons également les pièges et les problèmes dans lesquels tant d'organisations tombent sur la voie de la rentabilité. Des solutions éprouvées à ces problèmes seront proposées et nous décrirons les meilleures pratiques pour aider votre organisation à connaître du succès, et ce, année après année. Commençons. Maximiser le potentiel de votre entreprise commence par la compréhension de 2 éléments clés pour la rentabilité à long terme. Le premier élément clé est d'aider les employés à développer une mentalité de propriétaire.
Les meilleures organisations travaillent dur pour relier la description de poste de chaque employé au but global et à la vision de l'entreprise. Ils permettent aux employés d'établir ce lien en les responsabilisant et en les formant mieux, afin qu'ils s'approprient leur rôle dans l'entreprise pour obtenir les résultats que l'entreprise souhaite atteindre. Bien que les employés qui ont développé un état d'esprit de propriétaire, qui ne possèdent peut-être pas réellement d'action dans l'organisation, leur mentalité ressemble à celle d'un propriétaire. Ils assument la responsabilité de leur travail, de leurs actions et de leurs résultats d'ensemble. La mentalité de propriétaire contraste fortement avec la mentalité de locataire, comme quelqu'un qui loue une maison. Il y a de fortes chances pour qu'un employé avec la mentalité d'un locataire ne fasse pas le même effort ou ne prenne pas les mêmes soins pour faire son travail que s'il se sentait propriétaire. Malheureusement, les employés et les organisations du monde entier affichent généralement une mentalité d'un locataire lorsqu'il s'agit de se soucier des résultats ou des performances de leur organisation. Les employés avec la mentalité de locataire effectuent le travail minimum requis et sont largement désengagés des objectifs et des priorités de l'équipe qu'elle doit atteindre. Malheureusement, les locataires ne se soucient généralement que de faire ce qui doit être fait pour leur intérêt personnel. Ils sont indifférents à ce qui est en fin de compte le mieux pour l'organisation. Les organisations les plus saines, les plus productives et les plus rentables sont en mesure de cultiver une mentalité de propriétaire chez leurs employés. Le deuxième élément clé est de s'assurer que toutes les finances sont en bon état de fonctionnement. Cela signifie qu'il y a des systèmes financiers robustes en place, une transparence appropriée dans l'ensemble de l'organisation, des bonifications qui sont clairement liées à l'atteinte des résultats, ainsi que des mises à jour financières qui sont communiquées sur une base régulière. Lorsque les finances de votre organisation sont en ordre, cela permet de clarifier les limites et la responsabilité financière qui sera en place pour chaque membre de l'organisation. Sans ces processus et procédures, le chaos règne au lieu de l'ordre. Cela peut inclure des dépenses aléatoires, une mauvaise gestion budgétaire ou un manque de responsabilité globale. Cependant, lorsque vous avez de l'ordre dans vos finances, votre organisation fonctionne plus efficacement. Il en résulte une plus grande productivité et des processus prévisibles pour aider l'entreprise à rester organisée et à bien fonctionner. C'est la première des 6 sessions sur le profit. Nous aborderons l'importance de mettre l'énergie à atteindre le but avant celle d'obtenir les profits. Nous explorerons comment votre organisation peut augmenter sa rentabilité globale en favorisant ces 2 mentalités, soit que tous se sentent propriétaires et responsables des résultats parmi vos employés et au sein de vos systèmes. Prenez une minute pour télécharger le cahier du participant de ce module sur le profit, si vous ne l'avez pas déjà fait, et prenez le temps de réfléchir à ces 2 mentalités pendant que vous travaillez à faire les exercices. Réfléchissez aux possibilités qui s'offrent à vous et à votre équipe. À quoi cela ressemble-t-il de gérer vos finances? Quelles sont les façons dont vous pouvez cultiver plus intentionnellement un état d'esprit de propriétaire? Quel est votre rôle dans la maximisation du potentiel de votre entreprise? En conclusion, vous repartirez avec un plan d'action, non seulement pour vous-même, mais pour tous ceux que vous dirigez actuellement. Votre plan d'action fournira un meilleur aperçu de vos prochaines étapes personnelles et vous aidera à gérer la façon de créer une mentalité de propriétaire et de responsabilisation, soit comment mieux s'engager et s'aligner sur les meilleures pratiques financières pour atteindre le but de l'organisation. Alors commençons. Donc, c'était la dernière priorité que je vous ai présentée. Beaucoup de stock en peu de temps, je l'admets. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faut informer les gens de notre situation financière. Beaucoup d'entreprises veulent tout cacher et quand on ne sait pas si on fait des profits, si on fait des pertes, quel est notre objectif à atteindre, bien, malheureusement, on ne peut pas avoir un esprit de propriétaire. Donc, il faut que chacun de vos employés, de vos cadres, se sente un peu propriétaire des défis intéressants qu'ils ont à faire. Donc, dans le même groupe de 7 personnes, vous êtes quand même assez bien dans la zone verte, donc vous assumez vos responsabilités avec rigueur. Présentation du rapport d'équipe.
Donc, de façon très rapide, je fais le rapport d'équipe, identifie votre profil en tant qu'équipe concernant les 5 priorités. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec le sommaire de chacun des priorités pour un groupe de personnes. Dans ce groupe de personnes-là, vous voyez que les personnes, ce n'est pas un problème pour eux, mais il y a du travail à faire dans le rythme, l'innovation, le profit et le but. Le cahier du participant, les gens me demandent, ben, il y a quoi dans le cahier du participant? Ben, c'est un exemple du cahier du participant avec, vous avez un manuel de 20 à 30 pages qui vous emmène à vous mettre en action. Donc, exemple, vous avez la vidéo. En cliquant ici, vous voyez la vidéo. Vous pouvez prendre des notes qui seront conservées sur votre ordinateur. Vous avez le rappel des concepts qui sont vus dans la vidéo. On vous pose quelques questions que vous devez répondre et on peut avoir des différents sondages qui vous permettent d'une prise de conscience. Exemple, dans ce cas-là, vous demandez est-ce que les dirigeants de mon organisation rendent l'écart des employés autonomes? Ben, vous dites non ou oui, etc. Donc, ça vous permet de réfléchir aux résultats, de commencer à penser à un plan d'action. À la fin de chacun des priorités, vous avez les choses que vous devez démarrer de faire pour changer les choses, puis les choses que vous devez arrêter de faire. Et on commence à définir les priorités. Donc, c'est de façon très, très rapide. Le rapport d'équipe, pour les organisations, j'aimerais prendre un petit peu de temps à l'intérieur de lui. Pour les organisations, le rapport peut être segmenté par département, par fonction, par succursale et même par thématique. Donc, imaginez la puissance de ce diagnostic 360 pour cibler facilement votre secteur et les thématiques les plus faibles. De plus, vos cadres et employés clés pourront développer leur leadership à partir des thématiques plus faibles de manière plus autonome. Et je m'arrête là parce qu'habituellement, il y a plus de questions, mais on était plus en mode que je poussais de la formation. Donc, je vais arrêter le partage et on va se remettre à écouter vos questions. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur le contenu qui a été partagé? Il faut ouvrir le micro pour ceux qui veulent parler. Moi, j'ai trouvé ça fort intéressant, Serge. Il y a beaucoup de contenu, comme tu le dis. Alors, c'est moi, comme propriétaire d'entreprise, je cheminais dans une question, puis là, je perdais l'autre contenu qui arrivait parce que j'étais comme arrêtée à une question très, très importante. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses. Toi, dans le fond, ce que tu suggères, c'est un programme qu'on comprend que c'est un programme de formation ou d'accompagnement qui est global. Là. Qui est global. Dans le fond, il y a 5 priorités. On commence normalement par le but. Donc, il y a environ 22 heures de vidéo. Et donc, pour être capable de passer le programme, c'est environ, je dirais, sur 1 an, parce qu'on s'attaque environ à un module par mois. Et on commence par un module, on fait le travail. Il y a aussi du travail interactif entre vous et les collègues. Donc, c'est vraiment un programme de développement qui peut s'étaler facilement sur 6 mois. Tu écoutes une vidéo, exemple, par jour ou par semaine. Tu fais les exercices associés à ça qui te fait grandir. Donc, ça ne se fait pas une semaine. Donc, c'est ça. Souvent, il y a des gens qui vont écouter la vidéo et j'offre aussi, dans le fond, le coaching. Ça veut dire, j'ai écouté une vidéo, 2 ou 3 vidéos. Là, il y a un appel avec moi en forme coaching, dans le fond, pendant 1 heure, où là, je vais répondre aux questions. Puis, j'aime dire, je vais donner les trucs de pro. Donc, on va dire, ah oui, mais moi, j'ai mon collègue, il ne veut pas changer, etc. Comment je pourrais m'y prendre? Fait que là, je vais lui donner des trucs, soit de coaching, etc. Donc, j'accompagne les gens dans leur développement professionnel sur environ, je dirais, une période de 6 mois. Il y en a, ça peut prendre 1 an aussi. Donc, comme c'est un développement, il faut prendre le temps de réfléchir. Entre chaque vidéo, il faut réfléchir, il faut écrire, il faut évoluer, il faut grandir. Donc, c'est vraiment un programme de développement du leadership. Qu'est-ce que vous retenez de cette présentation-là? Isabelle?
Ben, je trouve ça intéressant. Oh, excuse-moi, pour Isabelle Archambault. Il y a deux Vas-y, Isabelle. Je sais pas. Mais, Je te laisse la parole. mais mes yeux regardaient Isabelle Giroux, donc c'est correct. OK, désolée. En haut d'écran. Vas-y. Ben, je trouve ça intéressant parce qu'on est tellement souvent pris dans l'action au quotidien, je dis au quotidien, mais de façon hebdomadaire, d'arrêter pour réfléchir à travailler sur son entreprise puis se regarder aller à l'intérieur de son entreprise. C'est ce que je vois le plus là, dans ce que tu as présenté. Tu sais, c'est d'y aller par étapes. Fait que c'est pas un 3 jours de réflexion qu'on est obligé d'arrêter notre business. On ne peut pas faire ça, mais de pouvoir le faire quand on veut avec accès à la vidéo, je trouve ça vraiment intéressant. Et surtout avec les 50 thématiques. Parce que les 50 thématiques, dans le fond, c'est 50 aspects de la gestion qu'un gestionnaire. Un, c'est de savoir qu'il existe, déjà, les 50 thématiques. Déjà, tu comprends, ah ouais, ça, je n'avais pas pensé que c'était important comme leader. Donc là, ça veut dire, comme j'ai une prise de conscience que c'est important, ben, je vais travailler dessus pour m'assurer que je l'utilise, que je la comprenne, que je l'enseigne en mode coaching à ma propre équipe, tout simplement. Donc, ça nous permet d'aller très, très, très loin avec ce programme-là. Vraiment très intéressant. L'autre, Isabelle Archambault, qu'est-ce que tu retiens de cette présentation? Très chargée, j'admets. Oui, c'est vrai que c'est très chargé. Bonjour. Moi, ce que je retiens en tant que tel, c'est là où je me dis, en tout cas, je parle pour moi, mais c'est de vraiment évaluer c'est quoi mes aspirations, mes buts ou mes objectifs personnels. Si on ne se connaît pas soi-même, ça va être très difficile de voir si on est à la bonne place dans l'entreprise. Et là, je suis travailleur autonome, mais j'ai quitté une entreprise qui était vraiment, j'ai vraiment reconnu dans les carrés, là, que c'était go, 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 il n'y a aucune appréciation. Ah, tu fais ton travail, j'ai besoin de ça pour hier, c'est tout. Puis en tant que tel, ça ne répondait pas à mes besoins, mais je ne me connaissais pas assez bien. Et maintenant, ben là, je me dis, OK, pour vraiment adhérer soit à une future organisation ou continuer comme travailleur autonome, ben, dans les faits, même si je suis travailleur autonome, je suis à l'intérieur d'un organisme auquel les valeurs, j'évalue si vraiment les valeurs qu'il véhicule, les objectifs répondent à mes critères. Donc, j'ai beaucoup apprécié tous les éléments, à les placer en ordre. C'est sûr que de formation comptable, je savais que le profit est intéressant, mais j'ai dit, je ne peux pas mettre ça en premier. Les gens vont dire, OK, on met ça au plus bas. Sauf qu'on comprend que ce n'est pas juste le profit pécunier. Ça peut être aussi à l'effet le profit, comme le capital humain et ainsi de suite. Donc, voilà. C'est comme le résultat d'une partie de hockey. Ça veut dire qu'il a fallu embaucher des gens, motiver nos joueurs de hockey, etc., avoir le rythme d'entraînement, etc. Le profit vient à la fin. C'est le résultat. Si on le met trop en avant, on oublie. Dans le programme Roger Associé, on regarde l'aspect qu'on appelle le moi-in. Qu'est-ce que moi je vends comme professionnel à mon entreprise? Il faut juste travailler autonome. Je suis un ingénieur, je suis un comptable. C'est quoi mon moi-in? Donc, ça définit c'est quoi mes valeurs, c'est quoi ma vision. Puis, est-ce que l'entreprise pour laquelle je travaille, il y a un match? À 100 %, c'est rare. Mais si on a un match à 80 % déjà, ben on dit, ben dans l'ensemble, on est sur la même longueur d'onde. Donc, on fait des compromis comme tout le monde. Nancy. Elle a laissé un commentaire parce qu'elle J'ai laissé un commentaire parce que je dois quitter, mais ce que j'ai beaucoup aimé, moi, de mon côté, c'était le fait de pouvoir avoir un portrait des équipes. Donc, ça, je trouve ça super intéressant. Mais merci beaucoup, mais je dois quitter. Merci. D'accord, merci Nancy. Bye bye. José? Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est tout l'aspect pour connaître ton équipe. Parce que en tant que dirigeant, tu veux savoir qui sont les plus forts, qui sont les moins forts, mais souvent les deux ensemble, quand tu les mets ensemble, ça fait des bons résultats, puis les projets avancent beaucoup plus que si chacun, tu vois que tous ceux qui ont moins je dirais pas compétences, mais d'affinité ensemble, bien, ça génère pas des projets productifs puis des résultats. Donc, je trouve que cette approche-là, ça amène que les dirigeants, les propriétaires d'entreprises veulent aller plus loin pour voir les choses. Tout ça. Donc, c'est pour ça que surtout les plus petites organisations, entre choisir l'attitude et la compétence, on doit choisir l'attitude.
parce que c'est vraiment important. Une des questions que je me pose quand j'embauche des gens, est-ce que j'ai envie de travailler avec elles pour les 5 prochaines années? Là, je me dis, oh non, pas vraiment. Je ne serais pas prendre une bière avec elles, je ne sais pas autre chose. Donc, l'attitude pour les petites organisations est plus importante que la compétence, parce que la chimie d'équipe, c'est l'attitude. La compétence et l'expérience, ça s'acquiert avec le temps. Merci, Josée. Marie-André? On va prendre un dernier commentaire parce qu'on va finir le webinaire. OK. Ben moi, je trouve que ce qui m'a frappé, c'est plus la conscientisation de ces 5 éléments-là, parce que évidemment, on va penser à la personne, au profit, tout ça, mais vraiment, ça nous met devant les 5 éléments qui sont importants. Et oui, il y a une priorité, comme vous l'aviez mentionné, mais là, on met l'accent sur une priorité, mais il ne faut pas négliger non plus l'équilibre entre les 5. Oui. Parce que c'est pas apprendre individuellement, mais bien, il doit y avoir un équilibre pour que ça fonctionne, puis ultimement, arriver au profit désiré ou bien au bien-être du personnel et de l'efficacité. C'est comme tout bon cadre, il est multitâche. Il doit gérer plusieurs priorités simultanées. Donc, je vois qu'on a passé à travers notre heure. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent faire des commentaires? Sinon, je redonne la parole à Karine. Merci beaucoup, Serge. C'était vraiment génial. Je suis convaincue que si tout le monde réalise leur mission à l'intérieur des organisations, que la mission d'une personne se colle à la mission de l'organisation, la pénurie de main-d'œuvre, on va peut-être moins s'en ressentir parce que les gens vont être impliqués. Puis les organisations vont grandir. C'est une des solutions. Ce n'est pas la seule solution, mais en tout cas. Je te remercie beaucoup, Serge. Je vous remercie beaucoup, tout le monde. Et regardez nos calendriers d'événements pour les prochains et surtout le forum au mois de novembre. Alors, à très bientôt. Bon après-midi.